Vous avez passé toute votre vie professionnelle à travailler pour la même entreprise et n'êtes absolument pas familier avec ce genre de négociation. Parfois, vous n'avez même pas imaginé qu'un jour, vous seriez à négocier votre départ. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Nous allons voir un cas maintenant qui va vous expliquer une situation et comment vous y prendre dans ce cas-là. Voyons le cas de Richard, qui travaille dans une entreprise canadienne. Richard a 51 ans, travaille depuis 10 ans dans cette société, qui a décidé de se séparer de lui pour des raisons totalement indépendantes de la qualité de son travail et de ses résultats. La décision repose sur des bases purement arbitraires. Depuis son arrivée dans l'entreprise, les résultats de Richard ont été bons. Il a participé au lancement et au succès d'une activité en France en partant de rien. Son départ est lié à la stratégie de la société consistant à remplacer les plus de 50 ans par des collaborateurs plus jeunes. Ça arrive, c'est la vie. Elle propose donc à Richard une séparation. Respectueuse du travail effectué par ce dernier et de ses résultats, l'entreprise souhaite que la situation se résolve à l'amiable, en donnant à Richard les moyens de rebondir sereinement. Avant de se lancer dans une négociation, il est nécessaire de comprendre les jeux d'influence qui visent à arriver à la table des négociations avec le meilleur rapport de force possible. Les personnes pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur la gestion du dossier de Richard sont les suivantes. Plus 1, c'est le nom de son responsable hiérarchique direct. Plus 2, c'est le nom de son responsable N+2. RH, c'est le nom de la personne en charge des ressources humaines. Il est vraisemblable que plus 1 s'occupera seul du dossier de Richard dans le cadre de la négociation. Toutefois, si cette négociation dépasse un certain montant, que nous ignorons à ce stade, il est probable que plus 1 doive avoir l'avis de plus 2. Si ce dernier ne se mêlera probablement pas de son dossier, il en sera forcément informé. Autrement dit, nous avons un décideur, plus 1, un décideur en dernier ressort, en cas de problème, plus 2, et une coordinatrice, RH, qui en l'espèce vient d'être promue au poste de corporate RH. Elle sera dans le dossier de Richard le support administratif de plus 1. Toutefois, ayant une faible expérience à ce poste, il est très probable que sur son dossier, elle fasse évaluer le risque juridique pour donner une base de négociation à plus 1. D'ailleurs, a-t-elle pu déjà le faire ou attend-elle le premier entretien que Richard aura avec plus 1? Cette démarche qui consiste à avoir une vision juridique d'un dossier pour une évaluation est défavorable à une bonne négociation. En effet, si l'entreprise commence à voir les négociations en estimant uniquement le risque juridique, elle aura du mal à se détacher de ce montant. En tant que négociateur, il faut œuvrer pour que la société ne soit pas tentée d'agir de la sorte. Il faudra donc, dans les discussions avec plus 1, que Richard écarte toute valorisation de nature juridique et se concentre sur une valorisation de nature économique et personnelle. Analysons maintenant la situation. Quels sont les points faibles de plus 1 dans le cadre de la discussion? Cette question peut également être formulée de la façon suivante. Pourquoi la société accepterait-elle de payer beaucoup pour se séparer proprement de Richard? Ou encore, jusqu'où la société est-elle prête à aller pour gérer proprement le départ de Richard? Et dans ce cas, que signifie gérer proprement? Plus 1 est un homme d'affaires de culture américaine. Autrement dit, s'il pouvait se débarrasser de Richard sans que cela ne coûte rien à la société, il le ferait. De façon générale, il n'est pas anormal que la société cherche à gérer ses salariés au moindre coût. De la même façon, plus 1 pourrait lancer à l'égard de Richard un licenciement et en gérer par la suite les conséquences,
Que cela se fasse soit par voie amiable, soit par voie judiciaire. Il pourrait se séparer de lui de façon violente. Toutefois, ce n'est pas l'approche qu'il a retenue à ce stade. Au contraire, Plussin va prudemment vers Richard pour lui demander son avis concernant la façon dont son départ pourrait se passer. Cette attitude donne à elle seule beaucoup d'indications. Elle ne garantit en aucune façon une bonne négociation, mais semble révéler un certain nombre de points de faiblesse de la part de l'entreprise. Aussi, nous devons identifier les éléments pouvant justifier son attitude actuelle et ces éléments-là vont être utilisés dans le cadre du processus de négociation. Il s'agit des points suivants. Plussin aurait du respect pour les 10 ans d'ancienneté de Richard et le travail qu'il a réalisé. Plussin peut craindre pour son image personnelle vis-à-vis de ses pairs. En effet, s'il gérait mal le dossier de Richard alors que le travail accompli par ce dernier est apprécié et reconnu de tous, cela ne serait pas compris par la société. Plussin a conscience que Richard est connu sur son marché et qu'il devra faire attention à bien gérer son dossier pour éviter de ternir la réputation de l'entreprise. Même si d'expérience, un individu n'a pas de capacité de nuisance face à une entreprise, Plussin souhaite vraiment que tout se passe bien afin d'éviter des vagues. En résumé, une fois décrypté, le contexte laisse entrevoir plutôt une bonne négociation directe entre Richard et Plussin. Alors, quelle stratégie adopter dans ce cas? La menace d'un procès est-elle bien en adéquation avec le contexte tel qu'il se présente? La discussion doit-elle avoir lieu directement entre Richard et Plussin ou entre Richard et RH? Ici, nous qualifierons la stratégie retenue par Richard de stratégie humaine. Cette stratégie, loin des approches juridiques, est très efficace lorsqu'il s'agit de faire comprendre à un responsable hiérarchique que la décision est totalement arbitraire, que cette décision est le fait du prince. Après tout, vous n'allez pas affronter l'entreprise, mais vous allez vous battre pour lui faire prendre conscience sur des bases humaines qu'il faut qu'elle vous aide à rebondir sereinement. Vous n'y êtes pour rien. Voyons maintenant comment nous allons mettre en œuvre la stratégie que nous avions qualifiée de stratégie humaine. Quel est le discours de Richard à +1? Je te remercie de m'avoir accordé un peu de temps pour revenir vers toi. C'est la première fois que cela m'arrive. Tu comprends qu'il est normal que j'ai besoin de prendre un peu de recul. Par ailleurs, je te remercie pour la délicatesse avec laquelle je crois comprendre que tu veux gérer mon dossier. Cela fait 10 ans que je travaille pour la société, qui a une solide réputation sur le marché en termes de savoir-faire et de compétences. Je pense être en partie à l'origine de cela. J'ai pu développer un réseau extrêmement dense et de grande qualité avec tout le marché français. Je suis apprécié et connu sur ce marché, tu le sais. Entre parenthèses, Richard pose le risque économique. Il met des leviers. Maintenant, tu décides de te séparer de moi pour des raisons totalement indépendantes de la qualité de mon travail et de mes résultats. Je m'imaginais réellement poursuivre toute ma carrière dans la société. Entre parenthèses, Richard joue sur la corde affective. Compte tenu de mon travail, je m'attendais plutôt à être promu qu'à être licencié. Maintenant, je ne peux pas m'opposer à ta décision. J'espère que la société saura être fair au regard des conséquences désastreuses que cette décision a pour moi, tant sur le plan financier que sur le plan professionnel et moral. Je ne te le cache pas. J'ai réfléchi à tout cela et j'ai essayé d'en évaluer les conséquences. Voilà le discours que Richard va faire à +1. Le contexte, l'entrée en négociation est à présent posée. Richard pourra expliquer avec des mots simples les impacts pour lui de la décision de +1. L'erreur que la plupart des gens font à ce stade
et de donner un chiffre ou un nombre de mois de salaire. Il faut intégrer une chose, la négociation avec des arguments a beaucoup plus de poids qu'un chiffre. C'est parce que vous argumentez que votre interlocuteur ne rompra pas le dialogue. Le chiffrage n'est qu'une conséquence d'une argumentation et ne peut jamais être donné seul. L'argumentation est indispensable pour amener un chiffre. Le chiffrage doit bénéficier du plus grand crédit possible afin qu'il soit accepté et ne conduise jamais à une rupture du dialogue. Aussi, Richard va être extrêmement précis dans la base argumentaire, lui permettant d'amener un chiffre et de valoriser son préjudice. Voyons maintenant comment Richard va argumenter sur les conséquences de la rupture. Richard va expliquer à +1 la difficulté à retrouver un emploi à son âge, le fait que le marché est étroit, que d'un point de vue moral, psychologique, ce n'est pas très facile pour lui de se retrouver sans emploi. À la suite du déroulement de son argumentaire, Richard chiffrera les conséquences de la décision de la société, tant sur le plan financier que professionnel. On va dire 100. Ce montant pourra paraître élevé, mais comme il a été annoncé consécutivement à une base argumentaire extrêmement riche et développée, l'entreprise ne rompt pas le dialogue. Celle-ci lui indique généralement que le montant est trop élevé. Richard doit alors uniquement se concentrer sur les arguments et expliquer pourquoi ce chiffre, qui, même s'il représente une première base de discussion, n'est pas du tout aberrant en tant que tel. Alors, comme dans tout argumentaire, la personne en face répond. Il y a donc ce qu'on appelle une réponse aux objections. Lors de la préparation de l'entretien, en plus du discours que Richard a fait, il a imaginé tous les arguments et toutes les objections que +1 pourrait lui faire. L'objectif de ce travail est d'amener +1 à comprendre presque systématiquement la position de Richard. Cette technique, dite de l'entonnoir, consiste à évacuer tous les arguments de votre interlocuteur de façon systématique pour qu'il ne retienne que les vôtres. Voici quelques-unes des objections de +1. 100, mais t'es fou, c'est beaucoup trop. Ou alors, mais t'as pas besoin d'autant, je vais t'aider à trouver un job. Attention, je connais un très bon chasseur de tête, il va t'aider à trouver un emploi. T'inquiète pas, t'es compétent, tu vas trouver un job rapidement. En plus, tu vas bénéficier du chômage. Si la négociation se durcit, nous aurons les arguments de type « Ah ouais, mais si tu n'acceptes pas ce que je te donne, mais va au prud'homme, ce sera très long. » Après 3 rounds de négociation, Richard obtient une compensation, en l'occurrence, le cas est réel, de près de 3 ans de salaire. Son dossier a été réglé en 3 mois. Voilà la force de la négociation. Voilà la force de l'approche stratégique d'une négociation. Si vous vous reconnaissez dans le cas de Richard, peut-être pourriez-vous le gérer de la même façon. Merci.